Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Ardavan Amir Aslani, qui est avocat au barreau de Paris. Il enseigne la géopolitique du Moyen-Orient à l'école de guerre économique et présente ce livre, Le siècle des défis, aux éditions L'Archipel. Oui, et je dis toujours aux éditeurs du Sud Radio que nous recevons effectivement des personnalités et nous ne restons pas dans le franco-français. Parce que vous savez très bien, la France n'est pas une monade atomisée en train d'évoluer entre Mars et Vénus. Elle fait partie du monde et c'est bien d'évoquer, comme le fait Ardavan Amir Aslani, ce qui se passe dans le monde, les lignes de force. Donc, il faudrait des heures pour parler du livre. On va quand même présenter, je vous recommande, Le siècle des défis. Mais auparavant, je voudrais commencer par l'actualité. L'actualité, Maître Amir Aslani, c'est les élections iraniennes. Est-ce qu'au fond, ça change quelque chose ou c'est toujours le pouvoir des mollahs absolu, total, comme on le connaît, ou est-ce que la dernière élection change quelque chose? L'Iran est la seule théocratie au monde. Donc c'est toujours le pouvoir du clergé, et ce depuis 1979, date de la chute du régime impérial. Ce que ces élections-là ont changé, c'est que maintenant c'est le pouvoir absolu du clergé. Ah oui, encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant, puisqu'on a un ultra-conservateur qui vient d'être élu à l'occasion des élections qui ont vu 52% des Iraniens s'abstenir d'y participer. Ah oui, ils deviennent comme les Français alors. Absolument, absolument. C'est-à-dire, en fait, il y a une 52% conviction d'abstention. Absolument. Il y a une conviction de plus en plus partagée en Iran et peut-être même en France, que l'exercice du droit de vote n'est pas de nature à entraîner une modification du régime. C'est ça le grand changement. J'avais pour habitude de dire au préalable que l'Iran était une sorte de semi-démocratie. C'est-à-dire que les résultats n'étaient pas connus à l'avance. Il y avait toujours une différence entre un pragmatique et un conservateur. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de doute. Moi-même, j'avais prédit largement en amont de ces élections-là que l'ultra-conservateur Raisi allait être élu. Et il a été élu avec 60% des voix. Dans un climat d'abstention généralisé. Ça aura un impact, si vous voulez, sur les discussions sur le nucléaire iranien qui se tiennent en ce moment à Vienne, parce qu'on va avoir aujourd'hui un ultra-conservateur qui va avoir une réaction beaucoup plus radicale sur la position iranienne que le gouvernement, entre guillemets, pragmatique de Rouhani. Même si, à votre avis, donc, du coup, Biden, qui avait une toute autre attitude à l'égard de ce qui s'est passé que Trump, bien sûr, on le sait, à votre avis, je ne dirais pas les avances, mais enfin, le côté un peu conciliateur de Biden ne suffira pas. En fait, c'est plus qu'un peu conciliateur, parce que Trump a réimposé l'ensemble des sanctions liées au nucléaire quand l'Amérique s'est retirée au mois de mai 2018, et Biden se propose de les lever de nouveau. Oui, tout à fait. Pourquoi il fait ça? Pas qu'il a développé un engouement pour la théocratie iranienne, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, comme moi, le grand enjeu international géostratégique pour les États-Unis, c'est la Chine. Et aujourd'hui, l'Amérique essaie de contenir l'essor de la Chine. Et l'Iran, aujourd'hui, est devenu le principal fournisseur, si j'ose dire, des besoins énergétiques de la Chine. L'Iran représente les principales réserves gazières au monde. Les principales. Oui, et gazier, représente pétrole, également etc. troisième réserve de pétrolière prouvée au monde. Donc la Chine a besoin de l'Iran. Surtout que la Chine sait que l'Amérique essaie de maintenir la Chine dans une situation de dépendance énergétique. On l'a bien vu lorsque Biden est arrivé à Paris la semaine dernière. Il a essayé de fédérer les Européens autour de lui, sous le drapeau du multilatéralisme, mais également en particulier créer un front commun face à la Chine, en incitant les Européens à concourir avec les Chinois en fournissant des moyens financiers à l'Afrique, chose que la Chine est quasiment seule à le faire aujourd'hui. Mais est-ce que les Européens, alors nous passons un peu à votre livre aussi, Le siècle des défis, est-ce que les Européens, très franchement, Ardavan Amir Aslani, sont en mesure, je ne dirais pas de suppléer, mais enfin de pallier, je veux dire, les besoins effectivement de suppléer, je dirais, de contrecarrer la Chine autant que peut le faire les autres? Votre question restait dans son sein. La réponse est une flagrante non. En lettres majuscules, je dirais. On ne cesse de le voir. Prenez l'exemple des États-Unis, qui après 20 ans de présence en Afghanistan, 1000 milliards de dollars d'investis, se retirent en laissant le champ libre pour que les talibans, ces fous furieux islamistes, reviennent, remettent les femmes dans une situation d'esclavage et prennent le pouvoir totalement. Quel échec!
Aujourd'hui, la France, qui se retire de l'Afrique du Sahel avec l'opération Barkhane, après avoir investi 2 milliards d'euros, 5000 soldats sur place, on n'a même pas été capable de déterminer qu'il y avait un coup d'État qui allait intervenir. Et même pas capable de juguler ce qu'il y avait là-bas. 2 coups d'État en 9 mois. Ouais. Quand la marine française rencontre la marine turque dans le cadre d'une mission, si vous voulez, de l'OTAN pour contrôler les trafics d'armes sur la Libye, la marine française se retire une fois que les canons turcs se pointent sur elle. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus à même ni d'asseoir sa souveraineté, ni d'assurer une projection de pouvoir à l'échelle internationale. Pourquoi la question que vous posez est philosophiquement extrêmement intéressante. Beaucoup de gens considèrent qu'il y a un peuple, donc il y a la souveraineté. Moi, je considère que pour qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait au préalable la souveraineté. Et l'Europe aujourd'hui est en panne de vitesse par rapport à l'affirmation de sa souveraineté, dépendante totalement d'un soutien américain militaire. On l'a bien vu sur la question de Sarajevo, et ça n'a pas changé depuis. Il a fallu que les F-16 américaines maintiennent la paix à 1 heure de vol de Mirage 2000 de Paris, et ça continue. Et ce qui est, non mais là-dessus on ne peut que vous approuver. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est que, enfin il faut le dire, vous dites souveraineté avant peuple. Encore faut-il qu'il y ait un peuple européen. Alors, franchement, c'est pas prouvé, ça. Hein. Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a un peuple européen autour d'un certain nombre de valeurs. Oui, le problème, ces valeurs, voilà. Oui, le problème, c'est que ces valeurs-là existent, mais on n'ose pas les affirmer. Voilà, on n'ose pas les affirmer parce que, comme j'ai pour habitude de le dire, l'Europe est victime, en particulier la France, si vous voulez, d'une procédure, si vous voulez, de culpabilisation systématique depuis des décennies. Ce qui empêche le peuple français et empêche le peuple allemand, le peuple anglais, d'affirmer haut et fort leurs valeurs. Et on est parti, si vous voulez, dans une histoire absolument abracadabrante, avec cette thèse de cancel culture, où on essaye de revenir sur l'histoire, de réécrire l'histoire. Or, l'histoire ne se réécrit pas. L'histoire s'analyse, l'histoire se critique, mais bien sûr. On ne la change pas. Non, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est de la repentance considérée comme un des beaux-arts. Et... La repentance n'a jamais été un signe de courage. La repentance est un aveu, si vous voulez, de culpabilité qui ouvre le champ à une demande de compensation en face. C'est valable venant de l'Algérie, c'est valable aujourd'hui venant des pays africains, c'est valable de tous ceux vis-à-vis desquels la France considère qu'elle a mal agi dans son histoire. Même l'empereur. Là, on célèbre cette année les 2 siècles, le bicentenaire de la disparition de l'empereur, à peine visible. Le président de la République est allé sur place, mais quelques minutes, et il s'est retiré avec une campagne de communication quasi inexistante autour de l'événement, parce qu'on reproche à l'empereur, si vous voulez, par exemple, le rétablissement de l'esclavage, la question des femmes, etc. Alors qu'il est tragique de regarder les faits historiques d'il y a 2 siècles avec un regard d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça, et encore une fois, vraiment, vous en parlez très bien dans votre livre, que je recommande, encore une fois, le siècle des défis, pardon, des idées, il y en a moins, des défis, il y en a beaucoup. Mais est-ce que ça ne nous amène pas quand même à ceci, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous savez, on est encore dans gauche-droite, droite-gauche avec ces élections. Je parle de notre cher royaume. Parce que je considère qu'on est en monarchie bananière et pas en république bananière, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que les concepts, pour vous, justement, à la lumière de ce livre et à la lumière de vos analyses sur la géopolitique mondiale, est-ce que les notions, justement, de souverainisme versus mondialisme ont remplacé ou en partie remplacé les notions droite et gauche? Le monde aujourd'hui est devenu totalement interdépendant. Totalement. On parle de la mondialisation, alors qu'en réalité, on est retourné vers le souverainisme et vers la régionalisation du pouvoir. Il suffit de regarder la planète. La crise sanitaire de la Covid-19, qu'est-ce que ça a entraîné? La fermeture de frontières, la volonté des États de rapatrier au niveau de leur sol national leur capacité de production médicamenteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit dépendre de nous-mêmes. Le retour des empires, le retour de l'Empire perse, l'Iran, le retour de l'Empire ottoman, le retour de l'Empire de Romanov à travers Poutine, le retour de la Chine, tout cela font qu'aujourd'hui, le pouvoir ne relève pas d'une gouvernance internationale. Ce rêve pieux qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, mais au contraire, est concentré entre les mains des États qui ont des institutions extrêmement fortes, avec une volonté de domination régionale. Dans certains cas, mondiale, comme la Chine. Vous savez, la Chine considère que les 70 ans qui séparent la révolution de Mao Zedong et l'arrivée de Xi Jinping, c'est un accident dans une histoire.
que la Chine aujourd'hui a sa juste place de puissance dominante. Les victimes, en fait, ce sont les démocraties ou les pseudo-démocraties. Je m'interroge, si vous voulez, est-ce qu'on parle de démocratie en France quand 70% du peuple français s'abstient de participer au vote? Est-ce qu'on parle de démocratie, par exemple, aux États-Unis, où un Trump gagne les élections, mais il ne gagne pas le vote populaire? Donc, est-ce qu'on peut parler de démocratie d'une jolie petite manipulation. Enfin, est-ce qu'on peut parler de démocratie, si vous voulez, quand il n'y a plus de représentativité nationale? Et quand ces démocraties-là se limitent justement à un calcul pur et simple, mathématique, en oubliant les valeurs essentielles d'une démocratie, c'est-à-dire le respect de l'autre dans ses différences, le respect des minorités, et également et surtout la défense de l'intérêt national, d'abord et avant tout. Et puis voilà, et puis la défense de son identité, je parle au sens large du terme, la défense de l'identité ouverte, bien sûr. Quiconque n'a pas d'identité aujourd'hui ne sait pas d'où il vient. C'est le cas des Français aujourd'hui, avec une méconnaissance totale de l'histoire de France, ne sait pas où on est, ne sait pas où il va. C'est ça, en fait, si vous voulez, entre en clash avec ces nouveaux empires que j'ai mentionnés, qui sont profondément imprégnés de leur identité nationale, de leur passé, de leur présent et du sens de leur destin. La Chine, 4000 ans, les valeurs... La Chine, 4000 ans, si vous voulez. Le génie de Poutine qui ramène l'église orthodoxe au milieu du village. Pourquoi il a fait ça? Parce que l'Union soviétique a rasé l'histoire du passé. Donc il fallait créer un lien, un pont entre la Russie moderne post-85, post-chute de mur de Berlin, avec son passé. Et la seule chose qui est restée, c'était l'église orthodoxe. Aujourd'hui, à Moscou, Kirill II, qui est le métropole de Moscou, a quasiment autant de respect, autant de pouvoir que Poutine. On peut, si vous voulez, bien entendu, questionner peut-être la notion de démocratique qui peut prévaloir en Russie, qui n'est pas à l'occidental, même si le modèle occidental est contestable. Mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a rendu au peuple russe sa dignité. Tout à fait. Et à votre avis, du coup, pour que l'Europe en général, et la France en particulier, nous sommes là, retrouve quelque chose qui s'apparente à la souveraineté et à un certain pouvoir, il faut faire quoi pour pallier, pour ce plan B par rapport à cette Union européenne qui ne sait, et encore très mal, qu'acheter des vaccins? Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait un retour vers l'essentiel. L'essentiel, c'est avoir un sens de l'histoire, un sens du destin. Tant qu'on n'a pas ça, on n'existe pas. La France n'est pas un pays comme les autres, avec tout le respect qui est dû à l'ensemble des plus de 200 nations qui siègent à l'ONU. La France, c'est l'un des rares pays, sinon le seul, qui a des valeurs universelles. Avec les droits de l'homme, par exemple. Qui d'autre peut dire autant? La France est un pays dont la culture, l'histoire ont impacté l'ensemble des pays de la Terre. Donc la France a une mission, si j'ose dire, à l'échelle internationale. Même dans les échanges internationaux, la France a un rôle de honnête courtier à jouer. Sauf qu'aujourd'hui, on ne le fait plus. Oui, encore faut-il qu'il y ait des vrais professionnels en niveau de courtage. Je dirais qu'au-delà de professionnels, encore faut-il qu'il y ait de vrais hommes d'État. C'est vrai. Et c'est vrai, c'est tout le problème. Je dois dire encore une fois qu'on pourra en parler des heures. Vraiment, je le dis, je recommande ce livre, paru aux éditions de l'Archipel, Le siècle des défis. Parce que les défis, vous savez, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, chacun d'entre nous, à chacun des niveaux, aura à le relever. Ne croyez pas que vous êtes en dehors de l'histoire. Ne croyez pas que le côté, allez, pas de vague, allez, ça ne nous concerne pas, circuler, il n'y a rien à voir. Non. Parce que si circuler, rien à voir, on s'arrêtera et on sera, c'est bien ça, dans une espèce de marécage dont on ne sortira pas. Merci. Merci à vous. Et voilà, je rappelle le titre du livre de Ardavan Amir Aslani, Le siècle des défis, aux éditions L'Archipel. Et tout de suite, c'est la culture dans tous ses états, avec une exclusivité aujourd'hui. C'est arrivé près de chez vous, il est de chez nous aujourd'hui. C'est Benoît Poelvoorde, qui est à l'affiche quand même dans 3 films: Comment je suis devenu super-héros, Mystère à Saint-Tropez et Profession du père. On en parle dans quelques instants avec André Berkoff et Céline Alonso.